Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroun, en direct du 102.3 FM. Bon matin, chères auditrices, chers auditeurs. Plaisir de vous retrouver ce mercredi 10 février 2021. Au programme, la rentrée parlementaire vue par Québec solidaire, l'impact de la pandémie sur les pères et l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, et nous continuons notre tournée d'arrondissement avec Merci Hochelaga Maisonneuve. Restez à l'écoute, on vous revient après une courte pause. Dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, l'émission Racine organise une série de rencontres avec des personnalités publiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Dieudonné Ella Oyono. M. Oyono est économiste, professeur et homme politique gamoudin québécois depuis 2019 et il est président du Parti québécois. M. Oyono, bonjour. Bonjour, M. Baron. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très très bien. Alors, peut-être la première question qui s'impose, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, la célébration du mois de l'histoire des Noirs, au Québec et ailleurs? En fait, au Québec, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs depuis, si ma mémoire est bonne, 25 ans. Et c'est une occasion de célébrer les gens qui contribuent, qui ont contribué et ceux aussi, et inspirer aussi ceux qui vont contribuer au développement économique, social, culturel du Québec. Donc, c'est vraiment un mois, en fait, on prend du temps pour souligner l'apport des personnalités, des citoyens noirs de tous horizons. J'ai en mémoire, par exemple, la juge Traoré, la première juge noire du Québec. Donc, on prend le temps de les célébrer parce que des fois, on n'associe pas nécessairement aux citoyennes noirs là, des exploits, des succès. C'est encore nécessaire parce que les gens me posent la question pourquoi on le fait encore. Moi, je pense que c'est encore nécessaire parce que c'est pas encore dans l'imaginaire collectif que c'est clair que cet apport-là est important pour la société québécoise. Alors, c'est une façon de célébrer, de souligner et surtout de se projeter aussi dans l'avenir en disant oui, il y a eu dans le passé et présentement des gens qui contribuent, mais comment on peut faire mieux dans le futur? Cette année, le thème pour le mois de l'histoire des Noirs est l'avenir, c'est maintenant. On dirait que c'est déjà vu. Pensez-vous qu'il y a des avancées, qu'il y a des réalisations qui étaient faites? Honnêtement, je dirais qu'il y a des avancées, mais pas suffisantes, dans ce sens que je pense qu'on peut faire mieux. Depuis 2000, je pense qu'au Québec, là, si on regarde toute la question là qui touche les Noirs en particulier, mais les gens de la diversité de façon générale, depuis 4-5 ans, il y a une discussion, mais qui n'aboutit pas toujours, en tout cas à mon avis, sur comment on peut mieux intégrer les gens issus de la diversité, les Québécois d'adoption. Je pense qu'il y a peut-être en 2020, à cause de ce qui est arrivé aux États-Unis, une prise de conscience qu'il y a des choses à faire parce qu'on a des enjeux propres au Québec. Donc oui, des avancées, mais il reste encore beaucoup de travail à faire selon moi. Nous assistons au Québec depuis quelques années à une confrontation politique sur le terrain de l'inclusion et la lutte au racisme. Les partis politiques adoptent différentes approches qui ne sont pas forcément à la hauteur des attentes des personnes concernées. Comment peut-on, comme acteur communautaire et politique, arriver à un consensus pour une société inclusive? Moi, je pense honnêtement qu'il faut que cette question-là de l'inclusion ne soit pas une question avec laquelle on fait de la partisanerie. Je pense que la solution, un peu comme on l'a fait avec l'aide médicale à mourir, un peu comme on l'a fait avec la participation, l'apport des femmes dans la société de façon générale, je pense que la question de l'inclusion ne doit pas être teintée par une couleur politique quelconque. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, personnellement, en 2020, j'ai publié des lettres ouvertes pour dire que, par exemple, le groupe de travail qui avait été mis en place par le gouvernement devait inclure les gens, les membres des partis d'opposition, parce que je pense qu'on va s'en sortir quand on va dépolitiser la question de l'inclusion, parce qu'on parle de gens qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus nous trouver, qui ont des aspirations, qui ont des talents. Il faut les accompagner
Je pense que ça ne concerne pas juste un parti politique, ça ne concerne pas juste le gouvernement. Même comme citoyen, comme acteur de la société civile, on devrait tous y participer. Et c'est quand on va arriver à ce genre de débat-là que moi, je pense qu'on va trouver des solutions pérennes et qu'on va mettre en place des mesures parce que tout le monde va se sentir concerné et ils n'ont pas fait des calculs politiques ou autres avec cet enjeu-là. Effectivement, mais la question est comment la société civile peut constituer une alternative aux opportunismes politiques? La société civile, pour moi, a un rôle important. Parce que vous savez, dans les partis politiques, il y a des lignes de partis, dans des organisations, des ministères ou des organismes. Il y a des contraintes qui font que, même si on voudrait faire telle chose, on est limité, par exemple, à ce que le législateur, la loi nous permet de faire. Donc, je pense que la société civile peut porter ces sujets-là. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu une consultation sur le racisme à Montréal. Ça a été une initiative de la société civile. Donc, son rôle est important. Il reste qu'à la fin, ce sont les députés, c'est le législateur. Donc, ce sont les gens qui sont au pouvoir qui doivent mettre en œuvre des solutions. Parce on le voit dans le cas de Montréal. Donc, il y a l'Office de consultation publique qui a fait une consultation, qui a déposé un rapport. Mais c'est la ville qui va mettre en œuvre le rapport. Donc, la société civile est là pour nous amener à faire le débat, à regarder les angles morts. Mais à la fin, il faut que ceux qui sont au pouvoir aient la volonté politique d'appliquer les mesures qui sont recommandées. Vous êtes québécois d'origine gabonais et puis je me demande quelle place occupent les Africains au Québec dans ce débat de racisme et d'inclusion? On dirait qu'ils sont plutôt absents. Au Québec, on est à peu près 100 000, selon les derniers chiffres que j'ai. On n'est pas aussi organisé, ça c'est mon avis personnel, on n'est pas aussi organisé comme on devrait l'être. Il y a beaucoup d'associations, d'organismes. Je pense qu'il faut travailler à ce qu'il y ait, un peu comme d'autres, je pense aux Latinos, je pense à ce que vous faites là, pour les Maghrébins, les Africains du Nord. Donc je pense qu'il faut mieux organiser comment les Africains sont au Québec. Je pense qu'il manque quelque chose, une espèce d'organisme qui va venir chapeauter toutes celles qui existent déjà. Parce que si vous êtes trop nombreux avec trop d'organisations, le message est parfois dilué. Je pense qu'on est là individuellement parlant. Il y a des gens qui interviennent ici et là, mais collectivement, je crois qu'il y a quelque chose à organiser. Et de ce que j'entends là, parce que je suis quand même impliqué sur le terrain, c'est quelque chose qui est déjà en marche, cette réflexion-là, pour mieux organiser justement l'intervention des Québécois d'origine africaine sur la question de l'inclusion, mais aussi sur d'autres grandes questions de société. La nomination de Bouchra Manaï comme présidente commissaire de Montréal à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique a démontré à un certain point la division et la polarisation même au sein des groupes qui militent contre le racisme. Comment pouvons-nous espérer atteindre de vrais changements dans ce cas-là? En fait, moi, ma position est très, très simple. Je dis, bon, donnons la chance aux coureurs. Je dis surtout ceci. À chaque fois qu'il y a une décision qui est prise et qui fait avancer certaines causes, comme celle-là, moi, je pense qu'on devrait davantage regarder ce qui nous unit que ce qui nous divise. Sincèrement, moi je me dis, il y a vous faites allusion à cette nomination-là, mais je peux faire allusion au rapport du groupe de travail, au groupe d'action du gouvernement. Toutes ces initiatives-là, je pense, et ces décisions-là, il faut les saluer, mais il faut surtout regarder, une fois que les rapports, les nominations ont été faites, comment on peut travailler ensemble pour accélérer la réalisation de ce qui est proposé. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'emphase. Parce que depuis décembre, là, il y a un rapport qui a été déposé, mais moi j'attends toujours la nomination du ministre du gouvernement qui va s'occuper de la lutte contre le racisme. Donc au lieu de... Je comprends les gens qui ont des réactions parfois négatives, mais moi je préfère me concentrer sur qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Parce que même au Québec, on ne parle pas d'une communauté noire, on parle des communautés noires.
Donc, on est appelé à travailler ensemble pour faire avancer des enjeux qui nous touchent. Dieudonné Oyono, président du Parti québécois. Merci et au plaisir. Merci pour l'invitation. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommage et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baroum, en direct du 102.3 FM. De retour à l'émission. Autre que le système de la santé et l'économie, la pandémie a des effets néfastes sur la situation des familles québécoises. Aujourd'hui, nous faisons la lumière sur l'adaptation des pères et l'impact de la pandémie sur leur engagement paternel. Pour en parler, je reçois M. Raymond Villeneuve, directeur du regroupement pour la valorisation de la paternité. M. Villeneuve, bonjour. Bonjour. Avant de parler de l'impact de la pandémie sur les pères, pouvez-vous nous présenter la mission de votre regroupement? Oui, donc on est un regroupement de 250 individus et organismes de partout au Québec. Et dans le fond, notre mission, c'est de promouvoir la paternité, l'engagement paternel dans la population en général, mais aussi pour faire en sorte que les services soient mieux adaptés aux réalités des pères et que les politiques publiques intègrent mieux les réalités des pères d'aujourd'hui. La majorité des pères ont profité positivement de leur vie parentale en période de COVID-19, ce qui se ressort d'ailleurs d'un sondage mené par votre regroupement. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur ce sondage et spécifiquement cette conclusion? Oui, écoutez, on a mené un sondage le printemps dernier pendant la première phase du confinement. C'est un sondage somme, 1000 pères, 1000 mères, 80 questions, donc quelque chose de très costaud. Et ce que les parents nous disaient, dans le fond, c'est que il y avait deux choses. D'une part, pour une part importante des parents, plus de 30%, ils nous disaient le fait d'être toujours à la maison, ça nous a rapprochés, on a mieux connu nos enfants, on a pu mieux comprendre leurs besoins. Il y a des choses qu'on faisait pas avant, puis on a pris le temps de faire et tout ça. Donc, pour une partie des couples, plus que 30%, ça a été positif. Mm-hmm. Mais à l'autre bout du spectre, il y a aussi un 25% des parents qui nous ont dit ça a été vraiment difficile. Mm-hmm. Donc, on parle de détresse psychologique, de stress accru, puis il y a tout un contexte. On le sait, la pandémie, c'est pas facile, donc il y a des pertes d'emploi. Pour les jeunes parents, le télétravail à la maison, faire l'éducation des enfants en même temps, les Zooms des enfants, souvent, là, c'est une espèce de stress continuel, ce qui fait que ce qu'on a observé, c'est un petit peu les deux phénomènes en même temps. Certaines familles où sont restées au même point, où ça les a rapprochés, mais il y a aussi peut-être le quart des familles pour lesquelles ça a été vraiment très difficile. Toujours dans le cadre de ce sondage, 75 des hommes estiment que le partage des tâches est équitable contre seulement 50% des femmes. Est-ce que la perception de la coparentalité est différente entre les hommes et les femmes? C'est très intéressant la question que vous soulevez parce que la coparentalité, il y a 4 éléments principaux. Il y a la cohérence parentale, la communication, la reconnaissance de l'autre et le partage des tâches. Ce qui est très intéressant, c'est que sauf pour le partage des tâches, les pères et les mères donnent à peu près les mêmes réponses. Donc, ils sentent quand même qu'ils travaillent ensemble, ils communiquent pas si mal et tout ça. Donc, les 1000 pères, les 1000 mères nous ont dit que pour 3 éléments sur 4, ça se ressemblait. Cependant, de façon assez éloquente, comme vous l'avez mentionné, pour le partage des tâches, on constate quand même qu'il y a encore des écarts importants. On se rend compte, dans le fond, c'est que la société québécoise a évolué, on a fait un grand bout de chemin. Pour les pères, s'impliquer auprès des enfants, c'est de plus en plus quelque chose d'acquis. La relation affective, c'est quelque chose d'important. Mais on est obligé de constater aussi que dans le quotidien, dans les tâches faites au quotidien, au niveau des soins aux enfants, au niveau des activités domestiques, il y a encore des écarts pour peut-être à peu près là, le quart des familles où ça semble vraiment quelque chose d'important, puis une cause d'insatisfaction importante pour les mères. Et souvent, quand le partage est inégal, c'est le genre de situation qui vont entraîner aussi une charge mentale accrue sur un des deux parents.
Donc, on voit, le sondage nous dit très clairement là, qu'au niveau du partage des tâches, il y a encore du travail à faire au Québec au niveau de l'égalité de ce côté-là. Vous avez parlé de la santé mentale. Comment la pandémie a affecté surtout les pères séparés au niveau engagement paternel, mais au niveau aussi santé mentale? Ben écoutez, c'est sûr que quand on vit une séparation, bon, au niveau de la séparation, c'est pas tous les pères qui ont les mêmes parcours. Hein. Okay. Les pères qui, après une période difficile, ils vont trouver un équilibre. Il y a une étude récente qui est sortie là-dessus, d'ailleurs. Dans le fond, c'est qu'une partie des pères qui ont comme un choc, qui ont une période de transition, et après ça va. Mais ça va, ou en tout cas, ils trouvent des façons de négocier avec la situation, mais il y a quand même aussi une part importante des pères pour qui c'est très difficile. Et c'est sûr que dans ces cas-là, si il y a des relations tendues avec l'autre, avec la conjointe, le conjoint, si le lien avec l'enfant est fragilisé, c'est sûr que ça peut être très difficile. Et la pandémie, dans le fond, accroît ces choses-là. Mm-hmm. Tout devient plus compliqué. Les échanges de garde, les mesures sanitaires, l'école et tout ça, le climat ambiant qui est très, très stressant, très anxiogène, fait qu'il y a des pères qui peuvent se retrouver en très, très grande détresse. Et ce qu'on a le goût de leur dire, c'est vraiment dire, n'hésitez pas à demander de l'aide. Il n'y a pas des tonnes d'organisations qui aident les pères en période de séparation, mais il y en a quand même. On passe à Montréal à Pères séparés, à Repère, il y a des maisons d'hygiène, il y a Copère Rosemont. Donc, demandez de l'aide parce que ça peut vraiment être des périodes très, très difficiles pour certains pères actuellement. À quoi ressemble une intégration des réalités paternelles dans la politique publique? Ben écoutez, ça c'est la cause de ma vie. C'est que dans le fond, il faut quand même se souvenir que jusqu'aux années 60, hein, on parlait d'autorité paternelle dans les lois au Québec, 60-70. Jusqu'à 1964, une femme mariée, c'était une mineure. On part de là. Donc, nos politiques publiques, dans les dernières décennies, ont beaucoup travaillé et c'est absolument nécessaire à rééquilibrer tout ça. Mais en rééquilibrant tout ça, on a souvent un petit peu oublié les pères dans tout ça. Alors moi, ma cause de ma vie, c'est un peu de scruter dans le fond les politiques publiques puis dire est-ce que on s'intéresse aussi aux pères? Est-ce qu'on tient compte aussi des réalités des pères? Est-ce que les services offerts rejoignent aussi les pères? Et ce qui est intéressant actuellement, c'est que le contexte fait qu'il y a plusieurs gros dossiers dans l'agenda à l'ordre du jour et il y a des occasions, dans le fond, s'assurer que nos politiques publiques rejoignent les mères, les enfants, mais aussi les pères. Je pense, par exemple, à la réforme du droit de la famille. Le gouvernement actuel nous dit que bientôt, il arriverait avec un nouveau projet de réforme du droit de la famille. Donc ça, c'est sûr que c'est une occasion de s'assurer que les pères soient aussi soutenus, considérés en période de séparation. Vous savez aussi certainement qu'au mois d'avril prochain, la commission Laurent sur la réforme de la DPJ va déposer son rapport. Oui. C'est sûr que nous, on espère qu'il y ait une attention particulière de poser aussi à la situation des pères. Les pères qui sont en relation avec la DPJ se sentent souvent dans une espèce d'angle mort. Donc, on peut certainement mieux faire pour le bénéfice des enfants. Il y a aussi des grands plans gouvernementaux qui vont être revus bientôt, la stratégie en égalité, le renouvellement du plan d'action en santé et bien-être des hommes, la politique de périnatalité. Donc, dans le fond, il y a comme un contexte d'opportunité où l'idée, c'est pas d'enlever des droits aux mères, c'est pas d'enlever des services aux mères et aux enfants, mais c'est juste de s'assurer que quand on pense famille, on pense père, mère, enfant, et on pense aussi à toutes les familles, quelle que soit leur configuration familiale, qu'il y ait un père, deux pères, deux mères, un père, une famille monoparentale. C'est dans le fond de s'assurer qu'on rejoigne tout le monde et que parmi tous ces gens-là, qu'on rejoigne aussi les pères pour le bénéfice des enfants. Et plus les pères sont engagés, généralement aussi, ça profite à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et il reste, au-delà de la politique publique, il reste aussi des actions peut-être mineures, mais qui font la différence. Comme récemment, on a appris que, par exemple, à cause de la pandémie, les pères étaient empêchés d'assister à l'accouchement. C'est
ça. C'est que c'est sûr que c'est un bon exemple. C'est que dans les mesures d'urgence, c'est qu'on on a agi vite et on n'a pas toujours regardé tous les angles morts. Et souvent, dans le fond, l'intégration des pairs, ça peut être dans les grands textes de loi, dans les objectifs, etc. Mais des fois, c'est dans les petites choses comme ça, mais qui sont extrêmement importants. Le moment de la naissance de notre enfant, c'est un moment fondateur dans notre vie. C'est un moment qui est absolument essentiel pour le père, pour la mère, pour l'enfant. Si on n'est pas là, c'est quand même une perte immense pour le père, mais aussi pour la mère. Exactement. Fait que c'est intéressant aussi de se poser toutes ces petites questions-là. On a un grand projet au Québec, on veut l'égalité entre les hommes et les femmes, et à chaque fois qu'on dit aux pères qui sont comme le deuxième parent, qui sont moins importants, je pense qu'on n'est pas en concordance avec ça, on n'est pas en cohérence avec ça. Et il y a plein de petits messages comme ça qui sont passés, comme les formulaires où on peut juste mettre le nom de la mère, pas le nom du père, le médecin qu'on rencontre qui s'adresse juste à la mère, pas au père. Et je dis toujours, moi je crois pas qu'il y a un grand complot anti-père, là. Je suis pas paranoïaque, je me dis pas qu'il y a plein de gens qui se lèvent pour détester les pères, pas du tout. Mais des fois, notre grille mère-enfant fait qu'on oublie un peu les pères, et les pères, quand même, reçoivent ce message-là et se sentent souvent comme un parent moins important, ce qui nous aide pas à soutenir l'engagement paternel. Le regroupement organise bientôt un grand événement. Pouvez-vous nous en parler? Oui, écoutez, on fait cette année notre colloque annuel, notre super conférence. Évidemment, habituellement, en temps normal, en février passé, c'était en présentiel, en présence. On avait 300 personnes à l'Hôtel Universel. Cette année, en période de pandémie, on fait tout ça en vidéoconférence. Et on était un peu inquiets. On disait, est-ce que les gens vont être intéressés pareil? Passer une journée en vidéoconférence, quand tout le monde, on est toujours en vidéoconférence, est-ce que les gens vont être là? Et on est très, très heureux de constater qu'on a dépassé notre record et qu'on a maintenant 384 inscriptions pour un colloque, dans le fond, qui vise principalement les intervenants, les intervenantes, les gestionnaires du réseau de la santé, les gens en famille, les décideurs, les chercheurs, les gens qui s'intéressent, dans le fond, à comment est-ce qu'on soutient mieux les pères et les familles pour les aider à traverser leurs difficultés. Raymond Veneuve, directeur de regroupement de la valorisation de la paternité. Merci, au plaisir. Merci, bonne journée. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. De retour au programme. Après le Parti libéral la semaine dernière, c'est le tour de Québec solidaire pour commenter la rentrée parlementaire. Et j'ai le plaisir de recevoir Roba Ghazal, députée de Mercier, porte-parole de Québec solidaire en matière de la santé. Madame Ghazal, bonjour. Bonjour, Monsieur Barhoun. Ça va bien aujourd'hui? Pardon? Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, vous. Super. Alors, Québec solidaire... comment vous voyez la nouvelle session parlementaire? Quels seront les enjeux prioritaires pour vous? Bien évidemment, vous ne serez pas surpris si je vous disais que c'est la pandémie, parce qu'il y a encore des hospitalisations, il y a encore des cas, même si les cas, il y a eu une légère baisse qui a fait que le gouvernement a fait un petit déconfinement qui a commencé cette semaine, mais c'est sûr que c'est le sujet de l'heure. Ça ne nous empêche pas de nous occuper de toutes sortes de dossiers. Comme moi, par exemple, je travaille en ce moment sur 2 projets de loi en même temps qui ne sont pas en lien avec la pandémie. Celui sur le recyclage, la consigne, la modernisation du recyclage, et un autre sur la protection du patrimoine, puisque je porte le dossier culture et le dossier environnement. Mais la gestion de la pandémie, évidemment, ça touche tout le monde et on suit ça de très, très, très près. Et toute la question de la gestion qui en est faite par le gouvernement. Hier, il y a eu une bonne nouvelle dont on se préoccupe énormément des travailleurs et travailleuses du système de la santé. Ce sont eux et elles qui c'est là qu'il y a le plus grand niveau de propagation du virus. Et hier, il y a eu une décision de la CNESST pour dire que dans les zones rouges, dans les hôpitaux, dans tout le système de santé,
il est obligatoire que les travailleurs et travailleuses portent le masque N95, ce qu'on disait depuis des mois et des mois et des mois au gouvernement. Et il a fallu que ce soit une décision de cet organisme de la CNESST pour que le gouvernement soit obligé de s'y plier. Malheureusement, c'est toujours comme ça. Il faut qu'on pousse et le gouvernement est obligé de reculer. Mais ça a été la même chose aussi avec les itinérants. En tant qu'opposition aussi, comment vous conjuguez entre la solidarité, parce que c'est un moment difficile, mais aussi pour jouer votre rôle d'opposition? Mais en fait, notre rôle est fondamental parce que la solidarité, c'est dans la communauté, c'est dans le peuple québécois qu'elle doit avoir lieu. Et quand on pose des questions, comme les journalistes le font, mais les oppositions, il y a des choses après ça qui peuvent être corrigées, qui peuvent être améliorées pour le bien commun. Le bien commun, ça veut dire de se débarrasser de cette satanée des peuples. Et donc, critiquer la démocratie, ça, c'est pas contre la solidarité. La démocratie et la solidarité, ça va ensemble, on peut pas les opposer. Donc, c'est sûr que nous, notre objectif, quand le gouvernement va sur la bonne ligne et tout ça, on l'encourage. Mais après ça, nos questions lui permettent lui-même, parce qu'il est pris dans la gestion, il est pris dans tout ça. Et des fois, le gouvernement ne voit pas tout ce qui se passe, mais nous, les députés, les oppositions, même des membres du gouvernement, c'est-à-dire des députés de la coalition Avenir Québec qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas directement liés dans la crise, on est les yeux et les oreilles du gouvernement sur le terrain. On parle beaucoup, par exemple, de santé mentale. Des fois, on a de la difficulté à savoir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les chiffres. Par exemple, il y a une détresse psychologique incroyable chez les gens. C'est tout à fait normal dans cette situation difficile. Même moi qui est privilégiée, rester à la maison à travailler pendant tout le mois de janvier, j'ai trouvé ça pénible et très difficile. Donc j'imagine pour les jeunes qui ont besoin de socialiser, ce qu'on fait, c'est qu'on a des échos sur le terrain de cette détresse-là. Il y a des études qui sont faites, des sondages, etc. Mais on a des échos et on dit au gouvernement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc ça, c'est un travail fondamental qu'on fait parce qu'on est plus sur le terrain et non pas le nez collé à gérer la crise directement. Vous avez parlé de la santé mentale, vous êtes porte-parole de Québec solidaire en matière de la santé. Comment vous voyez l'approche? C'est Gabrielle Nadeau-Dubois qui est porte-parole en matière de santé. Moi, je suis porte-parole en matière d'environnement et de culture et de transport et d'énergie, mais pas de... Mais je suis le dossier comme tous les députés et tous les citoyens. OK. Alors, comment vous voyez l'approche du gouvernement dans la gestion de ce dossier-là? Et puis, est-ce qu'il faut apporter des changements de structure? Oui, le gouvernement reconnaît qu'il y a une crise de santé mentale, mais malheureusement, et ça c'est depuis l'automne, c'est avec le député, le ministre Lionel Cameron qui a ce dossier. Il commence à privilégier l'approche des auto-soins. Ça, c'est un programme qui a été développé par le gouvernement précédent, parce que ça, il faut le rappeler, là. On ne peut pas mettre tout sur le dos du gouvernement actuel. Le gouvernement actuel arrive et il a un héritage des décisions des années passées. Mais c'est la réalité, c'est la vie. Et donc, dans la réforme Barrette, dans tout ce qui a été fait avant, une des façons de réduire les listes d'attente pour que des citoyens en détresse puissent obtenir l'aide d'un psychologue ou un psychothérapeute, même s'ils n'ont pas d'argent ou d'assurance privée, c'est les auto-soins. C'est un programme où les gens suivent un guide qui leur dit de eux-mêmes pas s'auto-diagnostiquer, mais s'auto-donner des soins. Et nous, en Québec solidaire, on a qualifié ça comme de la MAC-thérapie, un peu comme McDonald's, là, de la thérapie rapide. Et l'idée, c'est que ça décourage les gens à consulter. Vous savez, selon le ministère lui-même, le ministère de la Santé et des Services sociaux, il manque, et si on veut combler les besoins, puis répondre aux besoins de la population en général, qui n'a pas des assurances privées pour avoir l'aide d'un psychologue ou d'un psychothérapeute, il faudrait embaucher 900 psychologues d'ici les 5 prochaines années. Depuis 2009, le système de santé a perdu 328 psychologues qui sont allés vers le système privé parce que les conditions ne sont pas bonnes. Moi, je connais une psychologue dans le système public qui fait partie d'une nouvelle coalition, la coalition des psychologues du réseau public québécois, qui disent que
c'est assez cette saignée des psychologues et des psychothérapeutes vers le privé. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ces soins fondamentaux si on veut réduire la détresse dans la population qui a exacerbé par la COVID. Et elle me dit, moi, je suis dans le public par conviction, mais les conditions sont pas bonnes et il faut embaucher plus. Mais je pourrais faire beaucoup plus d'argent et beaucoup mieux si j'allais dans le privé. Je n'y vais pas par sacrifice personnel parce que j'y crois. Mais ça, c'est pas normal. C'est pas normal dans une société comme la nôtre qu'il y ait des gens qui aient accès à des soins et d'autres non. Le temps d'attente, vous appelez, vous êtes en détresse. Vous appelez, c'est 1 à 2 ans. Et ça, c'est pas des chiffres du gouvernement, ça, c'est des gens qui nous l'ont dit, des psychologues dans le milieu qui ont peur de parler, mais il y en a qui parlent parce qu'ils trouvent que la situation est inquiétante. Donc, nous, on dit au gouvernement, les auto-soins peut-être, ils se sont inspirés d'un programme en Angleterre, mais c'est même pas 10 à 20% de taux de rémission. Ce qu'il faut, c'est embaucher des psychologues, commencer par 300, en embaucher maintenant, les attirer en augmentant leurs conditions de salaire, en les améliorant, au lieu de dire aux gens, soignez-vous tout seul avec un guide sur Internet. Depuis le début de la pandémie, la gestion de la crise et la santé mentale sont imposées comme dossier prioritaire. Quelle est votre stratégie pour rappeler le gouvernement à d'autres enjeux, notamment l'environnement et le changement climatique? Ça, c'est une bonne question que vous posez, surtout que là, moi, je suis responsable en matière d'environnement et de lutte au changement climatique. Vous savez, c'est pas juste le gouvernement, c'est la population. Les gens, en ce moment, ils sont pris dans une situation avec ce virus. Il y a tout le secteur de culturel est fermé. Il y a les musées qui ont ouvert cette semaine par chance. Les magasins qui ont commencé à ouvrir après le confinement. La situation est extrêmement difficile et c'est comme si il y a trop... on est dans une crise sanitaire actuelle qui est urgente, dans laquelle on est pris puis on ne sait pas quand est-ce qu'on va en sortir. La prochaine crise qui nous attend, pour laquelle il n'y aura pas de vaccin, c'est le virus. Moi, j'appelle ça des changements climatiques. Malheureusement, on va vivre avec ses conséquences. En ce moment, il n'y a comme pas assez d'oreilles dans la population pour cette autre crise. Mais il faut qu'on s'en occupe quand même maintenant. Et moi, je fais des interventions, par exemple, par rapport au que le gouvernement a lancé à l'automne dernier, le plan pour économie verte, où il met tout sur l'électrification des transports, il met tout sur la technologie qui va nous sauver. Ça, je n'y crois pas. Il y a d'autres changements fondamentaux qu'on doit faire dans la société. Donc, quand le gouvernement fait des propositions, on intervient, on amène des propositions, mais pour que ça revienne dans l'actualité, pour que ça devienne un enjeu, il faut que la crise, on s'en sorte. Il y a les jeunes qui, en ce moment, vivent avec les conséquences de la COVID. Il y a des liens à faire avec l'environnement. Ces virus-là, ça sera pas peut-être le premier de notre ère, mais ça sera pas le dernier. Il va falloir avoir des solutions plus durables. Mais ça, en ce moment, pendant qu'on a le nez collé dans la crise sanitaire, c'est difficile de s'extirper. Les gens, ils n'ont pas encore l'attention, sauf les jeunes, comme je le disais, qui sont sensibles à la question parce qu'ils vont vivre avec les conséquences. Mais c'est difficile de dire, OK, maintenant, on est en pleine crise sanitaire, parlons de l'autre crise. On le fait, par exemple, en nous opposant à GNL Québec, en disant au gouvernement, GNL Québec qui est un projet qui va émettre énormément d'émissions de gaz à effet de serre, même si ça se passe au Saguenay, ça a un impact partout au Québec. Et on lui dit, ce qu'il faut que tu fasses, si tu es un gouvernement responsable, c'est de ne pas donner le go à ce projet-là. Ça serait quelque chose qui peut être discuté maintenant, même si on est en pleine crise, parce que sinon, ça serait catastrophique pour la lutte au changement climatique de permettre à ce projet-là d'arriver. Mais il va y avoir il y a eu un BAP, une étude du Bureau de l'audience publique de l'environnement, qui va donner son rapport, qui va le publier au mois de, si ma mémoire est bonne, à la fin mars, je pense, au mois de mars. Et là, c'est sûr que ça va être un sujet d'actualité, on va pouvoir intervenir. Mais je peux comprendre que les gens sont découragés et ils voudraient qu'on sorte de cette crise sanitaire avant de peut-être parler un peu plus de la crise de l'environnement. Roba Ghazal, député de Mercier, merci, au plaisir. Dans le cadre de notre rubrique Vie du quartier, nous continuons notre tournée d'arrondissement. Cette semaine, c'est avec Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et je reçois M. Pierre Lessard-Blais, maire d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Monsieur Lessard-Blais, bonjour. Bonjour, ça va bien, M. Bavan? Oui, ça va, de votre côté?
Ça va très bien. Merci. Content d'être avec vous. Ben, nous aussi. Une des priorités du quartier, selon le plan 2016-2021, est de favoriser un meilleur vivre ensemble pour le quartier, pour que le quartier demeure accessible à la population locale. Et j'aimerais ça commencer avec vous, avec l'enjeu de transport. Comment le REM va améliorer le développement socio-économique de l'arrondissement et de sa population? Mais ça dépend vraiment dans quel on parle de quel secteur, en fait. Mais ça, Hochelaga-Maisonneuve, c'est un arrondissement qui, grosso modo, inclut 3 grands quartiers. Hochelaga-Maisonneuve, qui est plus connu de la population. Mercier-Ouest, qui est un peu à l'ouest de la 25, et Mercier-Est, qu'on connaît aussi sous le nom de Tétroville, là, à l'est de la 25. Donc, l'arrivée du REM va avoir, bien sûr, là, va nous permettre de développer des quartiers où est-ce que on va avoir une meilleure offre de transport en commun et réduire notre dépendance à l'auto solo. Parce qu'on le sait, particulièrement là dans Mercier-Est, il y a peu d'offres de transport en commun. Il y a une seule station de métro pour tout ce quartier de 45 000 personnes. Et les gens sont enclavés par la 25, par une voie de chemin de fer, par Notre-Dame. Donc, ce qu'on espère, c'est que le REM va pouvoir offrir de meilleures offres de transport en commun. Et quand on a une telle offre de transport en commun, ben on peut planifier le développement de la ville autour de ces stations-là. Mais c'est certain que là, présentement, avec l'annonce de la Caisse de dépôt de placement du Québec et du gouvernement cet automne, en décembre dernier, il y a beaucoup de citoyens présentement qui se posent des questions sur comment est-ce que l'arrivée du REM va avoir un impact sur leur quartier, parce que là, on parle de pylônes de béton qui va être parfois à quelques mètres là, des fenêtres de résidents. Donc, quel impact ça va avoir, ce transport aérien-là, en termes de bruit, en termes de vibration? Et c'est pour ça qu'on demande au gouvernement du Québec là, une consultation là, dès ce printemps pour que le gouvernement entende les préoccupations des citoyens et que la Caisse de dépôt puisse développer un projet qui tienne compte de ces préoccupations-là. Effectivement, lors de la séance de conseil d'arrondissement de 1er février, vous avez demandé au gouvernement et à la Caisse de prendre en compte les préoccupations de vos concitoyens. Est-ce que il y a une réponse, il y a une ouverture? Est-ce que vous allez inclure ces citoyens dans l'étude? Nous, comme arrondissement, on est un partenaire du projet, mais on n'est pas le donneur d'ouvrage. Le donneur d'ouvrage, on n'est ni mandataire ni donneur d'ouvrage. C'est le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt qui font les travaux. Nous, en tant qu'arrondissement, on est partenaire. Donc, on nous écoute, mais on n'a pas toujours l'autorité qu'on voudrait avoir sur le développement du projet. Donc, c'est pour ça que nous, on demande au gouvernement du Québec qu'il y ait des consultations pour pas que les choses se fassent trop rapidement puis qu'on manque notre coup. C'est ça notre principale préoccupation, parce que le REM de l'Est, là, c'est le projet du siècle pour l'Est de Montréal. Ça va vraiment transformer l'Est à très long terme, en termes de développement résidentiel, en termes d'accès au transport en commun, donc notre impact environnemental, et aussi en termes de développement économique. Mais il faut être certain, tu sais, quand tu fais ton grand projet du siècle là, pour tout le secteur de l'Est de Montréal, ben il faut pas aller tellement vite pour manquer son coup non plus. Tout à fait. Notre dernier grand projet du siècle, là, ça a été le stade olympique, puis pendant 50 ans, tout le Québec a dû ramer pour rattraper les erreurs parce qu'il y avait eu un manque de planification, puis il y avait eu un trop grand empressement dans le dossier. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est, oui, bien sûr, que ça se réalise rapidement, mais qu'on n'échappe pas des éléments importants parce qu'on veut aller trop vite dans ce dossier-là. C'est ça notre préoccupation. Mais sinon, c'est certain qu'on se réjouit d'un investissement de 10 milliards en transport en commun. Puis, tu sais, je tiens à rappeler aussi que
la mairesse de Montréal, là, il y a beaucoup de gens, beaucoup de commentateurs ou des adversaires politiques qui riaient d'elle en disant, avec son projet de ligne rose, qui disait « Je veux désenclaver Montréal-Nord ». Ben là, maintenant, on a un projet qui va permettre du transport en commun jusqu'à Montréal-Nord. Donc, ce leadership-là a porté, et c'est très bon pour la ville. Mais bref, maintenant, on se réjouit de cet investissement-là, mais comment est-ce que ça va s'implanter dans la vie des gens? C'est notre préoccupation actuelle. Un autre enjeu majeur, celui de logements abordables. Un développement immobilier s'observe dans le quartier Mercier-Ouest et 2 autres projets de logements seront financés par l'initiative pour la création rapide de logements. Comment ces projets vont contribuer à l'accès à un logement abordable pour les ménages à faible revenu dans le quartier? Ben, ça dépend toujours quel genre de projet, parce que certains projets vont pour des clientèles spécifiques, donc des jeunes qui ont des risques de tomber dans l'itinérance ou des mères monoparentales. Donc, il y a des projets qui sont très spécifiques avec du soutien communautaire, puis d'autres vont plus largement toucher toute la population montréalaise qui a des besoins. Nous, depuis le début de notre mandat, là, on pousse énormément sur la question de l'habitation parce que c'est vraiment dramatique. On parle de 25 000 ménages à Montréal qui sont en attente pour un HLM. Et on oublie, il y a des gens qui sont même pas inscrits sur la liste parce que ils savent que ça peut prendre 5 à 10 ans pour obtenir ce HLM-là. On parle de plus de 200 000 ménages là, dans le Grand Montréal qui ont des besoins de logements sociaux, des logements pas trop chers. Donc, on doit en faire le plus possible. C'est pour ça qu'on a voté dernièrement au Conseil municipal le règlement pour une métropole mixte, qui, à partir de maintenant, va forcer les promoteurs à investir dans le logement social. Du moment qu'un promoteur fait un bâtiment de 5 unités au plus, il va devoir investir dans le logement social. Ce que ça veut dire dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, là, un promoteur qui fait, disons, 200 unités, il va être obligé de mettre 20% en logement social. Ça veut dire 40 unités de logements sociaux qui vont devoir être intégrées dans le projet. Donc, ce nouveau règlement-là va nous permettre de créer davantage de logements sociaux parce que on a bien beau en faire, puis à chaque fois qu'on a un nouveau projet, on en parle, puis on souhaite amener les promoteurs à en faire. Mais la réalité, c'est que nos quartiers se gentrifient rapidement. Dans Hochelaga-Maisonneuve, ça se gentrifie, les hausses de loyer sont importantes et que les salaires et les revenus des gens ne montent pas aussi vite que les loyers. Donc, c'est très problématique. On va continuer à tout faire pour développer le logement social et abordable. Parce que c'est l'âme de nos quartiers au final. Un autre enjeu, quelle est votre stratégie pour limiter la gentrification dans votre arrondissement? Oui, justement, faire davantage de logements sociaux, c'est au cœur de cette stratégie-là. Mais sinon, il y a plusieurs autres actions qu'on peut prendre et qu'on a déjà pris en fait à l'arrondissement. Par exemple, réduire les zones où est-ce qu'on peut faire du Airbnb et à long terme. On le sait, là, les plateformes de type Airbnb, de plus en plus à Montréal, puis il y en avait beaucoup dans Hochelaga-Maisonneuve, il y en avait quelques centaines, là, on estimait, des gens qui faisaient pas du Airbnb juste pour une semaine ou deux par année, mais pour plus d'1 mois par année. Ça veut dire que c'est plus payant pour un propriétaire de faire venir, de prêter sa maison ou son logement à des touristes que de les louer à des Montréalais. Fait qu'on a beaucoup réduit là, l'espace qui était le zonage, là, on l'a réduit d'à peu près 95% sur où est-ce qu'on peut faire du Airbnb à plus d'1 mois par année. On l'a beaucoup réduit.
Après ça, c'est toutes nos ressources en termes d'inspection, donner de l'information aux citoyens sur quels sont leurs droits, parce que souvent les citoyens ne savent pas quels sont leurs droits. Et bref, il y a plusieurs actions qui ont été prises dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les sommes pour le développement du logement social et la réglementation, par exemple, sur tout ce qui est de régie du logement, c'est des responsabilités du gouvernement du Québec et c'est le gouvernement du Québec qui a les outils légaux pour influencer, par exemple, la régie du logement. Donc, nous, à Montréal, ça a été une priorité pour nous. Dans l'arrondissement, comme avec la mairesse Plante, on devait faire de l'habitation une priorité à cause des augmentations croissantes de prix, mais on n'a pas les outils nécessaires pour influencer autant l'habitation qu'on souhaiterait le faire. Donc, on prend tous les outils qui sont à notre disposition, mais il y en a énormément au gouvernement du Québec présentement, puis on pense qu'ils doivent en faire davantage dans ce sens-là. Depuis le début de la pandémie, le taux de personnes en situation d'itinérance est en augmentation. Quelles sont vos actions d'urgence et quelle est votre stratégie au moyen et long terme pour prévenir et réduire l'itinérance? Oui, on a été très l'arrondissement, là, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, on a été très actifs sur la question de l'itinérance. Puis c'est une question qui est difficile aussi parce que il n'y a pas un seul profil d'itinérance. Des fois, c'est lié avec c'est causé par une perte d'emploi, c'est causé par un drame personnel comme un divorce, comme des choses comme ça. Des fois, c'est des maladies mentales, des fois, c'est des dépendances à des drogues. Donc, il faut vraiment agir sur tous ces éléments-là. Dans le cadre de la crise, en plus, on estime que ça a à peu près doublé le nombre d'itinérants à Montréal. Et il y en a eu beaucoup dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Pourquoi? Parce qu'on a une économie sociale extrêmement forte dans Hochelaga-Maisonneuve. Il y a beaucoup d'organismes en sécurité alimentaire, des organismes d'entraide et de soutien à l'itinérance. Donc, nous, on s'est fié sur ces... On a continué avec nos liens avec ces organismes-là, puis on les a soutenus le plus possible. Dans l'arrondissement, juste l'année passée, là, en soutien supplémentaire aux organismes qu'on a donnés dans l'arrondissement, c'est plus de 1 million. On est allé chercher ces sources d'argent-là de différentes façons de nos poches. On a eu des contacts avec les députés, avec les caisses des jardins, avec les citoyens, avec des fondations. Mais c'est plus d'1 million de dollars qu'on a donné. Puis au final, on a ouvert 3 nouvelles ressources pour les itinérants, particulièrement dans Hochelaga-Maisonneuve. Ça a été le centre Pierre Charbonneau dernièrement, oui. L'ancien YMCA sur Hochelaga au coin de Bennett, puis aussi le refuge hivernal Care est devenu sur la rue Ontario est devenu une place à l'année. Donc, toutes ces nouvelles infrastructures-là, présentement, elles sont financées jusqu'au 31 mars. Donc, on est en négociation présentement avec les différents gouvernements pour s'assurer que les sommes d'urgence qui sont promises jusqu'au 31 mars, qu'on poursuive le financement de ces ressources-là parce que les itinérants ne vont pas disparaître le 1er avril. On veut pas les mettre dans la rue. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand les itinérants ont un endroit pour coucher, non seulement ils sont au chaud puis ils sont nourris, mais c'est aussi plus facile de les soutenir pour les aider à trouver du logement social spécialisé pour eux, parce qu'il y a certaines ressources qui sont disponibles. C'est possible de les aider, par exemple, pour obtenir leur carte d'assurance maladie, pour qu'ils aient plus facilement accès au système de santé. Donc, les avoir dans des refuges, puis nous permet de mieux intervenir auprès d'eux. Donc, mais présentement, on travaille déjà à la stratégie du printemps et un prolongement là, du financement parce que on est quand même inquiet. Il ne faut pas que le soutien d'urgence de la part de Québec et d'Ottawa soit coupé abruptement au 31 mars. Sinon, on va revivre des crises sociales, assurément.
D'accord. Pierre Lessard-Blais, maire d'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Merci, au plaisir. Merci beaucoup, M. Baron. Bonne journée. À vous aussi. Racine, une tribune d'actualité sur la diversité culturelle et le vivre ensemble. Réflexion et analyse politique, enjeux sociaux et culturels, hommages et reconnaissance. À tous les mercredis matins de 8h à 9h avec Mohamed Baron, en direct du 102.3 FM. De notre émission. Merci à toute mon équipe de Racine. Merci à mon cher René-Di à la régie. Merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.